Bien sûr, on pourrait revenir sur tous ces points et on peut être, je pense, tous d'ailleurs en accord avec vous sur cette transformation. Peut-être juste deux idées, parce que je crois que vous voulez que ça soit un échange, et aussi avec vous, bien sûr. La première, c'est qu'en effet, nous sommes entrés et nous avons basculé depuis de nombreuses années désormais dans une révolution qui ne fait que s'accélérer. Et tous les exemples que vous avez cités, tous nos usages particuliers au quotidien, tous les chiffres que nous pouvons partager ensemble le démontrent. C'est une révolution extrêmement profonde qui s'accélère et peut-être de toutes les grandes transformations de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, c'est la plus rapide. Et quand vous regardez les chiffres de la transformation digitale, parce que c'est bien ce moteur de l'innovation qui bouleverse nos modèles économiques, nos sociétés, la façon dont nous communiquons, tous les chiffres montrent la vitesse exceptionnelle de transformation et d'adoption par chacun d'entre nous de ces nouvelles innovations, de ces nouvelles technologies. Celle qui l'illustre particulièrement, d'ailleurs, c'est la révolution mobile. Et elle l'illustre, c'est la deuxième idée sur laquelle je vais venir, par tout un tas d'aspects. D'abord, la vitesse elle-même. Quand Steve Jobs présente le premier iPhone, il y a 10 ans, il n'imagine certainement pas que cet outil va révolutionner le monde. Il ne nous présente d'ailleurs au fond pas un téléphone, en tout cas il l'a bien compris, un téléphone intelligent. 10 ans après, Apple a vendu plus d'1 milliard d'iPhones. Si vous additionnez les autres smartphones produits par d'autres entreprises, Samsung et d'autres, il y en a plus de 2 milliards. Et si vous ajoutez le nombre de téléphones portables, qui ne sont pas des smartphones, il y a aujourd'hui sur Terre plus de téléphones portables qu'il y a d'habitants. Et cette transformation, exceptionnelle dans sa vitesse, est exceptionnelle aussi pour un élément, c'est que, peut-être pour la première fois, mais vous me corrigerez, une innovation si puissante dans sa transformation est également extrêmement simple dans son utilisation, a été immédiatement adoptée par chacun d'entre nous. Il n'y a pas eu cette étape où d'abord elle est disponible pour ceux qui savent, entreprises, élites, institutions, groupes installés, mais immédiatement par chacun d'entre nous. Et on pourrait partager ensemble tout un tas de chiffres, je vous en ai donné quelques-uns, mais tous l'illustrent, l'augmentation des usages, l'augmentation de la vidéo sur nos smartphones, la façon dont nos communications ont changé entre nos familles et dans nos familles même. Et la deuxième idée, c'est qu'il y a une dimension dans cette révolution, me semble-t-il, de personnalisation extrêmement puissante. Le smartphone n'est pas simplement un nouvel écran, c'est un écran personnel. Et la transformation extrêmement forte, c'est que dans la main, vous avez désormais, toutes les études le démontrent, l'objet le plus important, le plus intime pour votre vie. Quand on interroge les Français en disant « Vous partez le matin de chez vous et vous avez oublié les objets suivants. Les clés, que Jean Stone évoquait, votre portefeuille, votre cartable, vos documents de travail, votre téléphone mobile. Quel est le premier objet qui nous fait immédiatement retourner sur nos pas? Le téléphone. Et cet objet que vous avez dans les mains est un outil personnel. Et la puissance d'ailleurs de la transformation, c'est que votre communication est naturellement personnelle, mais que les réseaux sociaux sont des objets personnels. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, plus de 800 millions d'utilisateurs d'Instagram, 1,3 milliard d'utilisateurs de Messenger, 1,2 de WhatsApp, etc., il faut en réalité préciser la chose suivante. Il y a 2 milliards de Facebook différents. Il y a plus de 800 millions d'Instagram différents. L'information qui est la vôtre, que vous avez choisie, elle vous est personnelle. Et me semble-t-il, dans cette transformation, il y a un acteur qui va plus vite que les autres, qui a compris plus vite que les autres, et qui fait changer puissamment tous les modèles économiques. C'est vrai pour le groupe que préside Michel-Édouard Leclerc, mais pour toutes les entreprises du monde, qui fait changer l'expression politique, qui fait changer le rapport à l'information. Vous l'avez dit dans votre introduction, qui fait changer même le salarié et le rapport à la hiérarchie et la façon dont on manage les entreprises.
cet acteur qui a saisi cette transformation et qui en a fait finalement pour lui un pouvoir nouveau et exceptionnel, c'est vous. En tant que citoyen, en tant que consommateur des médias, en tant que salarié, nous avons acquis un rapport à l'autre, un rapport à la société, une dimension différente. Et ce qui est très intéressant, quand on travaille chez Facebook, parce que je n'ai pas évidemment votre compétence d'analyse, et je ne suis pas un scientifique ou un expert de la transformation de la société, mais tous les jours je suis au contact des entreprises françaises, des institutions, des associations. Vous sentez cette transformation. Et l'acteur qui va le plus vite, qui transforme les modèles, c'est de plus en plus vous. Et se produit dans le monde, depuis désormais quelques années, une autre révolution dans la révolution technologique, car on pourrait y revenir, elle va s'accélérer, on parlera peut-être de l'intelligence artificielle, c'est une révolution, ne l'oublions pas, on l'oublie un peu en Europe, démographique. Le monde est jeune. Le monde n'a jamais été aussi jeune. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la planète, et aujourd'hui, nous sommes en 2017, les générations qui deviennent majoritaires dans certains pays occidentaux, c'est le cas aux États-Unis, depuis longtemps en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ce sont des générations jeunes, les millennials et les générations qui désormais leur succèdent, qui sont des générations, pardon du terme, digital natives. Elles sont nées dans cet univers-là. Et elles s'imposent désormais comme majoritaires dans les sociétés. Je crois que la classe d'âge des millennials aux États-Unis, c'est 92 millions d'Américains. Ainsi, tous les standards de communication, de consommation, d'innovation, de rapport à la société, de rapport aux politiques, de rapport aux corps intermédiaires, de la façon dont nous consommons, dont nous prenons l'information des entreprises, dont la publicité change, dont le marketing change, dont le rapport à l'intérieur des entreprises change, se fait désormais par cette génération. Parce que c'est la norme. Parce que pour les plus jeunes d'entre vous, et il y en a beaucoup ici, vous êtes nés dans ce monde-là. Il y a donc cette dimension personnelle de pouvoir qui s'est déplacé. Je dirais presque le pouvoir, c'est vous désormais, puissamment. Une dimension totalement nouvelle et culturelle très intéressante dans cette révolution. Et je terminerai enfin par cette idée aussi, c'est qu'il y a, vous le sentez bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, une dimension d'horizontalité très forte. Nous passons quand même d'entreprise, de société, organisée sous un modèle vertical extrêmement puissant. C'est le modèle du XXe siècle, tel que nous l'avons vécu, où au fond l'information était détenue par certains, les marques, les institutions, et par tout un tas de corps intermédiaires, de médias organisés verticalement. Le mot même chaîne de télévision, programme de télévision, l'illustre très bien. Ce monde-là est totalement bouleversé. Il y a une dimension horizontale, il y a une dimension de plateforme, et vous avez tout à fait raison de dire qu'une des dimensions qu'on oublie, je crois, peut-être pas le SCP, c'est la transformation du rôle des managers. Et moi, je veux vous le dire personnellement, je viens d'un monde très verticalisé, j'ai servi l'État. Et le plus grand choc personnel pour moi chez Facebook, ça a été de comprendre qu'on ne manageait plus comme on manageait dans un monde verticalisé. Et votre terme de facilitateur est tellement juste. Facebook en interne, c'est une plateforme, comme elle l'est pour chacun d'entre vous. Et cette révolution, vous pouvez prendre tous les points, en réalité, vous vous rendez compte, parfois peut-être étonné, qu'elle touche toutes les dimensions de notre existence, la façon dont nous consommions, la façon dont nous exprimions, la façon dont nous communiquions, la façon dont nous avions des rapports avec nos corps intermédiaires et la représentation pour les sociétés. Personne ne doute qu'évidemment cette transformation a un impact politique au sens le plus important du terme, considérable depuis désormais des années. C'est cette révolution dans laquelle vous vivez. Donc voilà ce que m'inspire votre présentation, les quelques éléments, on peut bien sûr y revenir, mais une révolution extrêmement puissante et rapide, et un rôle donné à chacun d'entre nous, exceptionnel, parce que nous sommes saisis de cette potentialité, de ces opportunités, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Laurent, à ce propos, une question. On s'est vu il y a 1 an et demi pour travailler, on a eu une réunion de travail au ministère, à la Commission nationale du commerce, très poussée sur les évolutions de Facebook, des réseaux sociaux, etc. Et puis là, on se voit il y a quelques minutes, et vous me dites, mais combien les choses ont changé en 1 an et demi? Dans quel sens Facebook a changé autant en 1 an et demi? Facebook change tout le temps. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait, je caricature à peine, à peine, il y avait avant dans les entreprises le rythme de l'innovation. Et on annonçait annuellement, ou parfois triannuellement, des plans d'innovation, etc. Tout ça est terminé. Nous innovons tous les jours. Plus de programme politique. Ça, la politique, assez prudent pour ne pas en parler, mais et donc, le rythme même de l'innovation est permanente. Et l'innovation se nourrit du test permanent de cette innovation avec chacun d'entre vous. J'étais très frappé, et je suis toujours frappé par le fait que nous sortons des produits nouveaux dont on pense en interne qu'ils ne sont peut-être pas totalement encore achevés dans la réflexion, mais en se disant, le meilleur juge, ce sont nos utilisateurs. Et vous. Une innovation permanente. Et le monde a plus changé en quelques années qu'il avait changé parfois en quelques décennies. Tout à l'heure, à l'oreille, nous parlions tous les deux rapidement de Jean-Paul Agon. Jean-Paul Agon, c'est le patron de L'Oréal. C'est un des patrons d'une des plus grandes entreprises françaises, leader de son secteur. Et il a fait une interview en juin de cette année, que j'aime beaucoup, au journal Les Échos. Jean-Paul Agon est rentré en 1978 chez L'Oréal. Et il dit la chose suivante, et pour bien le connaître, et pour bien travailler avec ses équipes, il le dit en totale sincérité, totale conviction. Il dit, je crois mot pour mot, la chose suivante. Mon industrie, celle de la beauté, mais le monde globalement, a plus changé en 3 ou 4 années qu'il n'avait changé dans les 30 à 40 années précédentes. Et il explique le changement fou du rapport de ces produits à ses consommateurs et ses consommatrices. La façon dont ils doivent les concevoir, dont l'innovation doit être permanente. La réalité de notre monde, c'est ça. C'est un changement permanent. Et d'ailleurs, vous me dites, on s'est vu il y a 2 ans, qu'est-ce qui a changé? Tellement de choses. La façon dont nous communiquons, la façon dont nous utilisons l'image, la façon dont nous utilisons la vidéo sur un smartphone, la façon dont nous faisons des stories éphémères qui ne durent que 24 heures, une écriture qui n'existait pas il y a 2 ans, tout change si vite. Alors une autre question, pour lancer le débat qui est un de mes grands dadas, et Dieu sait si on suit cette affaire ici dans le cadre de cette chaire, notamment avec l'exemple du modèle chinois que tu as rappelé, c'est que nous on croit beaucoup au social commerce, on croit beaucoup que non seulement les réseaux sociaux à ce jour sont beaucoup travaillés en amont de l'heuristique d'achat, du processus d'achat pour influencer les acheteurs. Ils ont travaillé en aval pour valoriser les situations d'achat, les expériences d'achat, etc. Mais on pense que demain, ils vont aussi capter la transaction et qu'on pourra acheter directement sur Facebook, geler la vidéo sur YouTube et acheter sur YouTube avec l'apparition d'une place de marché qui intégrera soit des marchands génériques, soit même on revient au sujet de thèse d'Anne-Sophie, des points de vente locaux, etc. Où on en est de l'affaire un peu au modèle de WeChat, qu'on suit beaucoup dans cette chaire. Où en est-on, que tu as rappelé sur la partie paiement, mais aussi sur l'ensemble de la marguerite. D'ailleurs, c'est intéressant, les visuels de WeChat, c'est une marguerite, qui rajoute des pétales progressivement. Comment ça évolue ça du côté de Facebook et des réseaux sociaux plus occidentaux? Bon, d'abord, avant, c'est toujours difficile, très honnêtement, de se projeter à 2-3 ans. Oui, oui. Non, mais il faut avoir l'humilité, d'ailleurs, de le constater. Et je reviendrai sur ce point. D'abord, ce qu'il faut constater, c'est l'évolution absolument folle des 3 dernières années. Des 3 dernières années. Je me rappelle, il y a 3 ans, nous étions en discussion, et nous sommes toujours en discussion en France, en Europe, aux États-Unis, prenons notre pays, avec de très grandes entreprises, de commerce traditionnel, de e-commerce en ligne, et on leur disait 2 choses. 1, le monde devient mobile. Soyez mobile, pensez mobile. N'investissez plus 1 euro dans un site internet fixe, tout sur smartphone. Les gens achèteront sur leur smartphone, avant de venir sur les plateformes sur lesquelles ils achètent. Achèteront sur smartphone. J'aurais dû venir et garder les citations des réunions, des réactions que j'entendais il y a 3 ans. Pas chez Leclerc. Pas chez Leclerc. Non. Pas chez Leclerc. Mais c'est très instructif. Je viens avec 3 chiffres là-dessus, sur ce point-là. Je viens de vous les donner.
En 2016, aux États-Unis, 53% des achats pour Thanksgiving ont été faits sur mobile. 53%. 62% désormais des possesseurs de smartphones ont indiqué avoir déjà au moins une fois acheté sur leur smartphone. Et nous pensons qu'à la fin de l'année prochaine, le mobile représentera 70% du e-commerce. Et vous-même, un certain d'entre vous, vous faites des paniers tous les jours sur vos sites préférés de e-commerce. Donc première réalité, et je reviens sur cette idée, que le commerce et le e-commerce illustrent très bien, c'est la puissance de la transformation et sa vitesse. D'activités qui n'existaient pas, étaient mal conçues, d'applications qui étaient pleines de frictions, qui permettaient en réalité de perdre énormément de trafic et de conversion, en 3 ans, le modèle a totalement changé. Et il a changé par le comportement, je reviens sur l'idée du pouvoir que vous avez, que nous avons, par le comportement des consommateurs, qui ont été les premiers à pouvoir accéder et à demander de l'achat sur mobile, parce qu'ils en avaient le besoin. Et c'est l'exemple chinois de WeChat que vous avez évoqué tout à l'heure, où en réalité de plus en plus vous demandez de la simplicité, de la rapidité sur des plateformes, et si possible des moyens de paiement intégrés, parce que vous pouvez le faire, vous avez confiance, c'est rapide, le service est excellent, vous êtes livré dans les heures qui suivent, parfois extrêmement rapidement, et vous renvoyez les objets quand ça ne convient pas. C'est une transformation considérable. C'est une transformation considérable, il ne faut pas non plus oublier, et pas être totalement sot face aux transformations, et voir la complexité des évolutions, que nous restons aussi des êtres hybrides. Et dans le parcours même de nos achats, qui ne sont pas toujours en ligne, 90% du commerce en France n'est pas online, nous sommes en revanche touchés par l'information digitale qui nous conduit à aller acheter. Je crois qu'aujourd'hui, près de 60% des consommateurs, quand ils rentrent dans une boutique, savent précisément ce qu'ils veulent acheter. On le voit par exemple sur l'automobile, où le nombre de visites il y a 15 ans dans une concession avant l'achat d'un véhicule s'est effondré. L'omnicanalité, qui est ce terme-là, fait en réalité juste référence à l'observation de nos comportements. Donc déjà la transformation est là. Et ce qui va se passer demain, c'est que ceux qui pourront proposer le meilleur service, la plus grande simplicité, sur mobile, la connaissance de vos comportements, auront un avantage compétitif exceptionnel. Parce que nous le demandons. Nous demandons ce service-là. Qui seront les grandes marketplaces et les grandes plateformes? Au fond, ceux qui iront le plus vite. Mais, alors, Michel, et puis après on va passer à l'échange avec la salle et la co-construction avec la salle. La question c'est, est-ce que ça veut dire qu'on va devenir une société hyper commerciale, accélération du monde de commerce, ou est-ce qu'on va devenir une société hyper sociale, sociable? Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui ne change pas elle change la nature des rapports sociaux au sens où on peut se priver des intermédiaires pour l'information, pour le référencement, pour le service, on peut s'échanger, mais franchement, le paiement sans contact, ça n'enlève pas le paiement. C'est pas une révolution, c'est pas un non-paiement, c'est pas un échange. L'accroissement de l'œuvre mercantile, la multiplication des plateformes ne change pas le fait qu'on est bien dans le commerce. On change les techniques du commerce, ça va plus rapidement. Ok, mais il y a bien des offreurs et des demandeurs, même s'il y a marginalement des sphères d'offreur à offreur. On est bien dans le même système. C'est un système qui... Alors ma question c'est, est-ce que c'est un système qui se sculpte plus finement en s'accélérant? Si j'étais un vieux Trotsky, je dirais, est-ce que c'est pas le capitalisme qui finalement peaufine sa domination comme modèle, sans que fondamentalement ça ne réalise la promesse d'une libération individuelle? C'est-à-dire
on a des démultiplicateurs de soi, on accroît nos capacités, mais ça ne fait que nourrir encore plus le même système. Ça marche, on pose la question. Oui, alors il y a deux réponses en fait sur votre question qui est très importante. D'abord, il y a le débat qu'on a vu entre autres dans le Figaro à distance entre mon ami Luc Ferry et Jérémy Rifkin. Rifkin dit en gros, avec les communaux collaboratifs, ces endroits où les gens amenaient pour tout le monde en commun se dépaître ses vaches, il y a des communaux collaboratifs de l'Internet. Donc lui, il voit une évolution dans un monde non marchand. Et Ferry lui répond, mais pas du tout, t'es un bisounours, enfin je simplifie, parce que regarde, avant, on faisait l'autostop, c'était gratuit, maintenant c'est payant, c'est Blablacar. Avant, tu hébergeais quelqu'un chez toi gratuitement, maintenant c'est payant, c'est Airbnb. Donc au contraire, c'est une hyper-marchandisation du monde, un hyper-capitalisme. Donc il y a ce grand débat, et je pense qu'ils ont tous les deux raison dans des zones différentes. Mais c'est important d'avoir ça en tête, hein, parce qu'il y a donc ce grand débat sur effectivement hyper-capitalisme, ou au contraire société de collaboration. Et la deuxième chose, vous avez mentionné, très importante, c'est le contact humain. Parce que effectivement, Internet ne va pas faire disparaître l'homme. Et là, moi je prédis, j'ai montré très brièvement la grande usine d'Elon Musk et Local Motors. C'était pour dire que le monde de demain sera glocal. Le monde de demain est plein de mots bizarres, comme prosommateur, producteur et consommateur d'énergie à la fois, glocal, global et local. Et bien effectivement, on aura une AMAP, on aura son paysan favori pour acheter à proximité, et puis on travaillera avec quelqu'un qui est en Thaïlande, comme moi je fais taper par une assistante qui est à Bali. Oui, donc mon livre là a été tapé, je l'ai dicté sous un chêne centenaire dans ma maison de Préchac, mais il a été tapé à Bali ce livre, vous voyez, donc par des fichiers audio que j'ai envoyés. Donc c'est ça le monde glocal, si vous voulez. Et dans ce monde glocal, il y aura à la fois une hyper-numérisation et une demande de contact humain, où ce sera peut-être un marché de niche, mais à mon avis, c'est au-delà du marché de niche, où il y aura beaucoup de gens qui feront fortune aussi sur ça. Et c'est là où il y a un avenir aussi pour justement les centres commerciaux où on est en face-to-face et pas seulement effectivement sur la vente Internet. Laurent, un mot sur la question de Michel, puis après on passe à la salle. Ah ouais, évidemment, c'est une question qui mériterait presque une journée, si ce n'est une semaine de débat, mais moi je pense que les deux mouvements sont à l'œuvre et ne sont d'ailleurs pas contradictoires. Et je reviens toujours sur ce point, au fond, grâce à chacun d'entre nous. Il y a en effet cette accélération qui fait, et tu as raison de le dire, au fond, le commerce reste le commerce, et qu'il change de dimension, de rythme, d'outils, de plateforme. C'est juste. Il y a aussi, en même temps, une demande de sens, et on voit très bien que cette demande a aussi des capacités nouvelles d'expression. Et que chacune des entreprises, au fond toutes, qui sont engagées dans cette transformation, y compris les acteurs digitaux, y compris une entreprise comme Facebook, ont une responsabilité à ce moment-là de la transformation. Et moi, je suis toujours très intéressé quand j'entends de grands dirigeants d'entreprise, c'est le cas de Mark Zuckerberg ou d'autres, faire appel ou souligner toujours la responsabilité de ces entreprises dans la transformation des sociétés. La façon dont on donne aujourd'hui une voix à chacun avec Facebook. Vous avez une voix. La façon dont des communautés entières peuvent se rassembler, des associations, des centres d'intérêt, des hommes et des femmes qui partagent une même épreuve médicale ou autre. Et il y a aussi cette demande-là, qui est un sens que l'on voit très bien, cette demande de sens et qui interpelle aussi toutes les entreprises. Et parce que cette demande peut s'exprimer différemment, moi je suis au fond plus optimiste sur la façon dont l'évolution peut se construire. Moi je disais pas ça d'un point de vue moral, j'interpellais, moi j'assume mon rôle de distributeur, de commerçant, de chef d'entreprise. Et donc oui, l'entrepreneur n'est pas un être dénué de sens, et même si l'entreprise, même personnalité morale, est en fait amorale, comme dirait Comte-Sponville, ça n'empêche pas d'avoir des décideurs qui développent du sens. Hein. Et donc sur ce plan hyper marchand, est-ce que tu peux nous donner des données de la transformation de Facebook? Moi je suis arrivé à Facebook à partir du Facebook de mes enfants, et aujourd'hui j'ai une page Facebook, et je suis en même temps l'incarnation d'une marque.
Donc ça veut dire qu'il y a les deux côtés de ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu peux nous développer un peu quelques chiffres sur ce que représente Facebook du point de vue business en France là, depuis que tu es un digne et merveilleux animateur de Facebook? Et en Europe du Sud aussi, pas seulement en France. Ouais, le chiffre que je peux vous donner, c'est le chiffre que l'on communique chaque trimestre, puisqu'on est une société cotée, donc on communique nos résultats. Le chiffre annuel de notre chiffre d'affaires en 2016 est de plus de 27 milliards de dollars. Le chiffre que nous regardons aussi, c'est le nombre d'utilisateurs et la façon dont vous utilisez les plateformes. Je rappelle que Facebook, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Instagram, et c'est deux plateformes de messagerie, Messenger et WhatsApp. Et je vous ai redonné les chiffres, je ne veux pas y revenir sur le nombre d'utilisateurs. Et le chiffre le plus important que nous regardons au quotidien et sur lequel nous commençons toujours les communications, c'est le nombre de personnes qui utilisent ces plateformes, leur utilisation active mensuelle, leur utilisation active quotidienne, qui montre l'appétence et le temps passé, aussi le succès ou pas des produits et des innovations de communication. Je vous donne un chiffre sur notre pays. Facebook en France, c'est 34 millions, c'est plus de 34 millions d'utilisateurs. Et c'est plus de 26 millions d'utilisateurs actifs par jour. Actifs, c'est-à-dire que vous faites au moins une action, un like, un commentaire, un post ou un partage. Et aujourd'hui, est-ce que donc il y a de la publicité, il y a de la data, il y a des services. Est-ce que vous allez aussi vous intéresser à mon métier, ou à celui d'Auchan, ou à celui de Carrefour? Il repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui, alors je vais répondre. Je repose parce qu'on n'a pas eu la réponse. Je vais répondre à ça. Il n'y a plus de programme, on le sait, mais il y a des rêves. Donc, je suis heureux ce matin de pouvoir rassurer Michel-Édouard Leclerc. C'est un grand moment pour moi. Non, ce n'est pas notre ambition du tout, et ce n'est pas du tout notre stratégie. En revanche, notre travail, et au fond le boulot qu'on a en France, c'est d'être le partenaire des entreprises françaises, quelle que soit leur taille et leur secteur. Et de leur dire la chose suivante. Et Leclerc est un bon exemple. Vous êtes confronté à une transformation de votre modèle économique portée par la révolution digitale qui est profond et rapide. Je n'en reviens pas sur ce point. Nous sommes un des acteurs de cette transformation. Et nous pensons que nous pouvons vous aider à transformer votre business model, à accélérer pour faire finalement, c'était d'ailleurs votre conclusion, de cette transformation non pas un risque mais une opportunité. Et que nous pouvons le faire pour le groupe Leclerc, comme pour l'artisan qui est à 50 mètres d'ici, qui fabrique des meubles et qui a besoin de communiquer sur une page Facebook ses produits et ses services. Voilà notre travail. Notre travail n'est pas de faire le travail des centres Leclerc, on en serait bien incapable. En revanche, c'est de dire aux patrons, aux dirigeants, aux responsables des centres sur le terrain, vos consommateurs sont connectés. L'expression de vos marques, de votre marketing, de votre publicité, des services que vous avez développés, doit se faire aujourd'hui sur ces plateformes. D'abord, pour une raison qui n'a pas changé presque depuis la nuit des temps, ça tant mieux, il faut mieux parler aux gens là où ils sont que l'inverse. Or, nous sommes, les chiffres le montrent, fortement, tous les jours, des êtres connectés, et que la consommation des outils digitaux en France, ordinateurs et smartphones, c'est 3h58 en moyenne par Français et par jour. L'année 2016 représente d'ailleurs un pivot, puisqu'on passe plus de temps dans notre consommation digitale, et ça s'est accru en 2017, que devant la télévision. Donc, premier élément, nous évoquons, et c'est notre business model, et nous travaillons avec toutes les entreprises pour dire communiquez là où les gens sont, et communiquez avec les outils d'aujourd'hui. Communiquez votre implantation, communiquez vos nouveaux produits, communiquez votre marque pour asseoir sa notoriété, communiquez, au fond, votre business, votre commerce, et nous vous aiderons ensuite à transformer, à convertir sur les sites web des centres Leclerc, sur leurs applications, à faire télécharger. C'est ça le travail de Facebook.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au magasin? On a reçu Wes ici qui nous montrait lui, qui plateformisait là où les gens sont, y compris les magasins. Le magasin est en face. Bien sûr, nous avons aujourd'hui des produits qui permettent, je vais prendre celui de Concarneau par exemple, historique, de dire dans un rayon peut-être de 12 km à tous les habitants autour du magasin, demain, il y a une grande offre promotionnelle sur tel rayon et tel produit. Et je communique uniquement aux utilisateurs de Facebook dans un rayon de 12, 13, 14, 15 km et je leur dis, venez à partir de 9h et nous pouvons aujourd'hui mesurer précisément si cette communication du centre de Concarneau a eu un impact. Je veux ajouter un point aussi, c'est qu'on le fait avec les TPE et les PME. Aujourd'hui, nous sommes un des premiers partenaires des TPE et des PME françaises. Les TPE et les PME françaises, c'est plus de 98% des entreprises françaises. Aujourd'hui, plus d'1 million, et significativement plus d'1 million de ces TPE et des PME ont une page Facebook. C'est plus d'un tiers. Notre objectif, c'est d'en avoir 50%. Et des histoires de succès exceptionnels, et vous l'avez dit tout à l'heure, d'entreprises qui communiquent sur ces plateformes, Facebook en l'occurrence, mais peut-être d'autres, et qui permettent de développer leur commerce, de commencer l'export sans installer un bureau ni un salarié dans le pays, qui permettent de se faire connaître, d'avoir des croissances exceptionnelles, sont légion. Et ça, c'est très important. C'est là où nous contribuons à la digitalisation, pardon du terme pas très joli, de l'économie française, qui, quand nous la comparons en Europe aux autres pays européens, n'est actuellement que dans une position moyenne. Et il y a la source de croissance, de compétitivité et de développement pour toutes les TPE et les PME. Et toutes les études européennes de grands cabinets le montrent, plus vous êtes digitalisé dans votre business model, dans votre entreprise, dans la façon dont vous communiquez ou la façon dont vous commercez, plus vous avez de chances de développer et meilleurs les résultats sont. Dernière question, je passe la micro à la salle. Est-ce qu'on peut imaginer la dimension inverse, c'est-à-dire qu'au lieu que Facebook plateformise, y compris en local, une information sortante, est-ce qu'on peut imaginer le contraire? Il y a une communauté de passionnés de jambon espagnol, de bellota, etc., qui est en train d'exister sur Facebook, et au même, excuse-moi Michel, dans le même Leclerc de Concarneau, par un jour d'inconscience absolue, ils font une énorme promotion sur les jambons espagnols, bellota et autres, et là, ces gens-là, ils sont ramenés sans que, spécialement parce qu'on sait que c'est leur passion, enfin, à travers la communauté, ils sont ramenés et drivés vers le magasin. Alors aujourd'hui, cette fonctionnalité de rassembler les passionnés du jambon ibérique, les ramener au magasin, enfin pas uniquement cette passion-là, existe, c'est la fonctionnalité groupe. Alors je suis persuadé que vous l'utilisez sur Facebook ou sur d'autres plateformes, d'ailleurs vous créez des groupes secrets, fermés ou publics, les passionnés du jambon ibérique, imaginons que ça soit un groupe public, et tous ceux qui adorent le jambon peuvent se rassembler, avoir les informations, faire des voyages ensemble, etc. Plus d'1 milliard de personnes utilisent. Et c'est d'ailleurs dans la dimension sociale de la transformation digitale et de rassemblement des communautés un élément exceptionnel. Non, la mutuelle des fraudeurs, ça je vous laisse cette responsabilité. Bon, aujourd'hui on ne permet pas de faire ça, mais peut-être demain. Et comment on le fait? Et de toute façon, à la fin, c'est nous qui avons le mot. Nous pourrions, si nous sommes tous passionnés du jambon ibérique, finalement apprécier que dans notre téléphone portable, notre centre Leclerc, évidemment, de proximité, nous informe que demain, il y a une promotion sur le jambon ibérique. C'est une information qui nous intéresse. C'est comme ça qu'on pense, d'ailleurs, ça mériterait presque une séance à l'ESCP complète, pardon, la publicité du XXIe siècle, qui n'a plus rien à voir avec la publicité que nous, au XXe, nous avions connue. C'est en réalité une information que nous donnons et que nous personnalisons à des gens qui sont de plus en plus intéressés à prendre cette information ou à la rejeter. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour revenir à la sexualité, c'est une de mes grandes lubies, je crois beaucoup à cette dimension-là, qui est une forme de Tinder du merchandising, et d'une Tinder de l'offre en disant, ben voilà, je suis un passionné, on a repéré sur Facebook, j'étais un passionné du jambon Israël, et quand je vais passer devant un magasin qui fait une promo, etc., ting, ça sonne, et je sais qu'il se passe des choses. Question à la salle. Alors, comme d'habitude, commentaires, questions, témoignages, et merci de nous présenter. Oui, bonjour, Marc Véron, je suis un ex de Carrefour et actuellement consultant et j'accompagne les entreprises dans la transformation. J'ai une question qui s'adresse à la fois à Michel-Édouard Leclerc et à Jean Stone. On a beaucoup parlé là de Facebook,
d'Apple, de Google. On n'a pas parlé d'Amazon, ou très très peu. Et j'aimerais avoir votre commentaire sur le rachat récent qu'a fait Amazon là, de Whole Foods, donc, qui sont des magasins physiques, et donc de cette alliance entre le e-commerce et le physique. Un peu quelle est votre analyse de cette stratégie? Et j'aimerais avoir l'avis de Jean Stone, qui parle en fait de Whole Foods dans son livre Les Clés du futur, de savoir est-ce que Whole Foods va résister à Amazon, est-ce que Whole Foods va pouvoir continuer à exister sous son modèle assez original d'organisation qui permettait l'initiative de manière très très locale, et est-ce que le rachat d'Amazon ne va pas casser en fait toute cette belle machine? Je dirais que Amazon, c'est un modèle, donc c'est de plus en plus une plateforme, et la question pour Amazon, pour la marque Amazon, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut être. Est-ce qu'elle veut être un transporteur, un logisticien, ou est-ce qu'elle veut aussi être une valeur ajoutée, avoir une utilité du point de vue des produits qu'elle commercialise? Un distributeur classique résout le problème en référençant des marques qui diront sa manière de faire, avec le prix, par exemple Leclerc, Monoprix choisira plutôt des niveaux de gamme qui correspondent à une clientèle plus centre-urbaine, etc. Donc les choix se font comme ça. Mais nous n'étions que ça. Amazon est un... Et nous avons nos marques de distributeurs pour nos propres signatures quand on trouve que la marque nationale ne permet pas suffisamment de nous différencier en prix ou en... Voilà. Et donc pour Amazon, c'est posé ce problème qui me semble d'abord être un problème commercial. Pour venir chez Amazon, ok, il y a tout chez Amazon, mais je ne dis pas ce que je suis moi-même Amazon, et moi-même j'ai envie d'être commerçant. Et donc il rachète Whole Foods, qui est une très belle marque. Il a été beaucoup écrit qu'il achetait un réseau, ce serait trop cher payer le réseau si c'était ça, hein, on est d'accord. Et surtout que là où il est implanté, c'est beaucoup de foncier, enfin c'est des... Voilà. Donc pour les États-Unis, Amazon, qui veut aller sur l'alimentaire, qui est sur l'alimentaire, se paye une très belle marque et une raison de venir chez Amazon, incontestablement. La question se posera en France de savoir qui y rachètera. Et juste pour ramener à l'actualité récente, c'est des choses qui ne sont pas faciles à dire aujourd'hui en radio grand public ou même dans des médias qui sont professionnels, qui devraient prendre un peu le temps et le recul de dire la chose. Mais par exemple, pourquoi est-ce que je crie contre le retour à la loi Galland, à cette obligation inspirée même par des distributeurs, d'obliger les distributeurs à bas prix à remonter leur prix par une technique juridique qui est de dire le seuil de revente à perte, c'est plus le prix coûtant, c'est le prix coûtant plus 15%. Parce que s'ils font ça, effectivement, ça va pénaliser Leclerc, Intermarché, Lidl, etc. Ça fera peut-être du bien aux actionnaires, ça fera certainement du bien aux actionnaires de Carrefour, de Casino. C'est bon pour Naouri, pour Ouzé, pour la famille Ouzé, etc. Mais c'est bon pour eux juste le temps de la revalorisation du cours de bourse, parce qu'après il faut qu'ils vendent très vite. Parce que pour le coup, c'est surtout génial pour Amazon, à qui on va offrir pour la première fois au monde une marge garantie de 15% pour aller prendre Paris. Et donc vous voyez, c'est assez de bon sens ce que je viens de dire, mais aujourd'hui je viens de passer une semaine avec les pouvoirs publics pour expliquer à chaque ministre que, en croyant résoudre un problème agricole, d'ailleurs je ne sais pas comment ils voient le lien du retour de la marge vers l'agriculteur, c'est pas parce que je vais vendre les shampoings de Jean-Paul Agon 15% plus cher qu'il va retomber des effluves sur le producteur de lait ou le producteur de viande. J'ai pas compris pourquoi c'est la FNSEA qui porte ce projet. Mais vous voyez bien en tout cas que pour Amazon, ce débat français, c'est tout bonheur. Même si d'autres y trouvaient leur compte, à défaut des agriculteurs, c'est formidable pour Amazon que de pouvoir arriver sur un marché avec 15% de marge garantie.
Et donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Soit on va lui donner 15% de marge, soit il va racheter une capacité à faire de la marge sur l'alimentaire. Et je sais, c'est un de mes collaborateurs et néanmoins ami qui est quelque part dans la salle qui me disait tout à l'heure que évidemment Amazon a la capacité de s'avaler. Combien tu disais que ça vaut Carrefour aujourd'hui? 13 milliards, il est à 13. Il était à 11. Hein? Un peu plus maintenant. Donc, apparemment, ça monte depuis les hypothèses de rachat par Amazon. Voilà, donc pour les 500 milliards d'Amazon, c'est 800 maintenant. Hein. Donc, il ne se pose même plus la question de savoir si le banquier va le suivre. Bon, Michel Saïd, alors été chercheur en économie. Hein. Quand je vois Google passer des accords aussi avec Walmart, c'était ma question tout à l'heure à Laurent sur Facebook, est quand même une question... Évidemment qu'il ne répondra pas comme ça, mais c'est quand même aussi la bonne alliance. Celui qui détient la clé des réseaux, la clé de l'intermédiation, peut-être les données qui circulent, même agglomérées de cette intermédiation, c'est lui qui peut être Merlin l'Enchanteur pour l'avenir de Carrefour, tout comme Amazon peut aussi être l'avenir dissolu ou dissous de Carrefour. En tous les cas, c'est une piste qu'on explore beaucoup dans cette chaire. Jean, un mot et puis on passe. Oui. Un mot rapide pour dire qu'Amazon, effectivement, c'est vous savez mieux que moi, hein, c'est pas Facebook qui va vous menacer, c'est Amazon. Mais ce qui est fascinant de penser dans un autre siècle, dans un autre monde, Amazon, c'était uniquement un libraire, rappelez-vous. Et en fait, ce qui est le clé, je dis, je n'ai pas pu d'en parler, mais l'or d'aujourd'hui et déjà de demain, c'est l'information. Vous avez de l'information, vous avez de l'or. Et ce qui fait Amazon aujourd'hui sa force redoutable, c'est qu'ils ont les codes de porte des gens, ils ont les adresses email, ils ont les adresses postales, ils ont tout ça. Et c'est ça qui fait leur force. Et ce modèle-là, vous pouvez le dupliquer. Juste un exemple, vous pouvez devenir millionnaire très 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 vite si vous arrivez à comprendre la façon dont ça fonctionne. Ma femme m'a montré l'exemple d'un Chinois qui avait quelques sociétés de pressing. Il ne savait pas d'où venaient ses clients, il ne savait pas où ils habitaient, il ne savait rien. Il y avait des gens qui venaient, faisaient laver des linges. Et il a abandonné son activité, il a ubérisé son métier d'une certaine façon, il a créé un site internet. Les gens achètent sur le site 99 yuan un sac, il y a quelqu'un qui vient, qui ramène le sac lavé. Et il note comme sur TripAdvisor. Et maintenant, ce type, il est millionnaire. Parce qu'il a les adresses email, les codes de porte, etc. C'est ce qu'Amazon a fait, mais 20 ans avant. Et c'est pour ça qu'ils sont si puissants. Par rapport à Whole Foods, évidemment, le problème, est-ce que Whole Foods va perdre son identité? Il y a un risque. Juste deux exemples. Quand même, L'Oréal, on a parlé de L'Oréal, a racheté deux Body Shop. Ils ont dit, c'est un moment très important de l'histoire de L'Oréal, malgré la petite taille de deux Body Shop, parce que ça va nous donner une dimension éthique. Et en fait, de Body Shop, je ne suis pas sûr que ces valeurs aient très bien survécu à ce moment-là. Par contre, j'avais parlé avec Franck Ripoux au moment même où il rachetait Stony Farm Organic, et il disait, on n'est pas idiot, on ne va pas casser l'image des meilleurs yaourts biologiques que vendait Stony Farm Organic, parce que sinon, ce qu'on a acheté ne vaudra plus rien, donc on se tirait une balle dans le pied. Donc les grands groupes peuvent réussir à faire survivre des petits groupes ayant des valeurs particulières et éthiques à l'intérieur, mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc à surveiller pour Whole Foods. Je crois que Laurent veut dire quelque chose là-dessus. Non, je n'ai pas de réponse particulière sur Amazon. J'ai déjà suffisamment de questions. Une autre question? Des commentaires, n'oubliez pas, c'est les commentaires, les témoignages, les questions. Oui, bonjour, Antoine Parison, je suis analyste financier action sur le secteur de la distribution alimentaire. Pardonnez-moi de réagir, monsieur Leclerc. Je veux dire, la rumeur du bid d'Amazon sur Carrefour est, ma foi, un énorme serpent de mer, au même titre qu'on pourrait imaginer qu'Amazon puisse offrir un exutoire à monsieur Naouri qui devra un jour réaliser son investissement, on est bien d'accord. Mais sincèrement, croyez-vous que Amazon irait s'embarrasser de la problématique des hypermarchés Carrefour? Je ne le crois pas, à mon humble avis, mais peut-on pas davantage imaginer un partenariat entre Amazon et un acteur indépendant? J'ai ouï dire qu'il y avait quelque chose qui s'était tramé avec Système U fut un temps. Peut-on imaginer quelque chose davantage avec vous? Ne rêvez-vous pas de voir des casiers Amazon à la sortie de vos drives? Voilà, c'est une question. Mais les deux sont fondés. Alors, moi, j'alimente pas la rumeur, j'essaie de regarder ce qui va se passer devant moi. Hein, j'ai vécu 2 générations de rupture
celle de mes parents, fondateurs des centres Leclerc, puis après l'arrivée de Carrefour et l'adaptation de commerçants indépendants qu'on donnait déjà à la morgue, qui ont réagi, et à l'arrivée de Carrefour qui lui-même s'adaptait à la civilisation de la voiture. Hein. Donc on a vécu... Donc j'essaie de repenser aujourd'hui qu'est-ce qui peut arriver. L'idée que Carrefour et Amazon, ça marche, je vous rappelle que Carrefour lui-même, c'est Banin de Forêt grossiste en vin, et c'est Banin de Forêt qui s'allie avec un type qui a une idée et des capacités financières, qui était Marcel Fournier. Donc c'est pas des alliances de carpe et du lapin, c'est juste c'est comme ça que ça se construit aussi. Une Amazon a besoin de relais, de points relais, il a besoin de marque, Carrefour est une belle marque. Et donc oui, ça fait sens. Ça fait sens aussi sur Casino et sa segmentation Casino, Géant, etc. Du point de vue des valeurs, je ne sais pas répondre, je ne suis pas spécialiste de la bourse, mais je pense que oui, Amazon achèterait Carrefour, ça lui fait 4000 magasins, ou je ne sais pas combien de magasins il y a en tout depuis les rachats d'Edia, etc. Ça lui fait et avec des petits formats, avec la proximité, etc. C'est un effet de puissance énorme. Donc j'insiste, c'est vraiment pas un scénario improbable. Et puis l'autre, ce que vous avez évoqué, est une réalité. Oui, je vous le confirme, Amazon est venu regarder. C'est pour ça que ça rend le premier crédible. Il est venu regarder Système U et Leclerc, et je crois Auchan, pour nous demander si on était intéressé d'utiliser son portail, ses logistiques, pour prendre, par exemple, pour mettre nos produits dans Paris, puisqu'il n'y a pas de Leclerc dans Paris, il y a SOWest à le Valois-Perret, mais il n'y a pas de Leclerc dans Paris. Et donc on a regardé effectivement ce qu'ils nous proposaient, et pour vous répondre très simplement, on s'est dit c'est cher ce qu'ils nous proposent, ça c'est la première affirmation, puis après, c'est cher pour le service qu'ils nous proposaient, et la deuxième truc c'est vu ce qu'ils proposent, peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Alors, juste pour rappeler qu'on a dans cette chaire, pour ceux qui n'étaient pas là... Et donc on va peut-être le faire nous-mêmes. Michel, juste pour rappeler, on a eu dans je vous en dis plus que Facebook. Alors, je voulais dire qu'on a eu une séance sur les problématiques logistiques, logistique 4.0, etc. Et je rappelle qu'il a été posé comme hypothèse lors de cette séance, et depuis un certain nombre de travaux, que le plafond de verre du e-commerce dans les pays occidentaux, avec les modèles logistiques et de micro-logistique urbaine que nous avons, c'est effectivement la livraison, et notamment pour les produits de grande consommation, de consommation courante. Effectivement, comme le disait Michel, à la fois d'avoir des hyper, malgré tout, de proximité, même si on sait que le modèle est en évolution et en mutation, et des points de vente de proximité, voire en plus à panier assez élevé, à marge assez élevée avec Whole Foods, c'est sans doute effectivement un complément en termes d'activité par rapport à l'activité d'Amazon strictement plutôt pure player. Alors, Kaoter Abouazim, qui est la responsable éditoriale de la chaire, ensuite il y a une question là-bas, là et là. Bonjour. Laurent Soli parlait tout à l'heure de la génération des millennials, dont je fais partie. On sait aujourd'hui que pour cette génération et pour celles qui suivent l'image et le langage universel, et les entreprises ont tout intérêt à gérer leur réputation, leur image, ainsi que la perception qu'en ont les consommateurs. Ma question pour vous est la suivante. Quel est le rôle de Facebook pour accompagner les entreprises justement dans la captation de ces signaux, et aussi quels sont les outils pour mesurer le retour sur investissement des campagnes publicitaires qui sont faites sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur le vôtre, Facebook? Première réponse, évidemment que nous accompagnons les entreprises pour gérer leur communication et leur image. D'ailleurs, ce qui vaut pour les entreprises vaut aussi pour nous. Parce que le rapport aux entreprises a profondément changé. Pour une modification majeure, c'est d'abord il y a une voie de retour avec la transformation numérique. Donc quand une entreprise communique, mais qui que ce soit communique, on peut lui répondre. Et donc il faut écouter différemment. C'est une transformation, qui peut paraître évidente pour nous, mais qui est une révolution dans ce que nous avons connu de la communication. Donc ce retour-là de chacun d'entre nous pour les entreprises change évidemment beaucoup de choses dans la communication. Où vous communiquez, quel est le ton que vous employez, l'outil que vous employez. Je vous donne un exemple. Nous observons depuis maintenant plus de 2 ans une explosion de la vidéo
mobile, sur Facebook et d'autres plateformes. La communication visuelle et vidéo est en train de devenir l'écriture majeure pour les entreprises également. On estime même qu'à l'horizon 2020, 70% de l'Internet sera vidéo. Parce que vous consommez sur votre smartphone beaucoup de vidéos, c'est une compréhension immédiate du message, et pour beaucoup d'entreprises internationales, c'est un avantage énorme, c'est que c'est un langage universel, la vidéo. Pas besoin de traduire. Donc on les accompagne bien sûr sur cette prise en compte du retour des clients, des consommateurs. C'est parfois difficile, parce que combien de fois j'entends des entreprises dire « moi je ne veux pas travailler avec vous parce que si je communique, on va me répondre et on va dire du mal de mon entreprise ». Quelle drôle de façon de penser sa relation d'ailleurs avec ses clients. Oui, et c'est pas grave. C'est pas grave si on pense et on travaille là-dessus. Quand nous communiquons, quand nous répondons, idéalement on veut une réponse de la marque. Rapide, personnalisée, intelligente. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui les entreprises ont fait bien sûr beaucoup d'efforts. Deuxième élément, comment on mesure sur le retour sur investissement. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les études dont nous disposons. On mesure le plus possible, avec finalement une promesse que l'on fait à Leclerc et à d'autres, c'est si vous investissez chez moi, je vais mesurer l'impact que vous allez avoir, et mon travail c'est d'être meilleur que les autres. Compétition classique. Et on mesure en interne avec des outils, en partenariat avec tout un tas d'entreprises qui sont nos partenaires, en France comme partout dans le monde, l'impact des campagnes des entreprises qui utilisent Facebook, Instagram, aujourd'hui Messenger, qui s'est ouvert à la discussion, à la conversation pour les entreprises dans notre pays depuis 1 an. On mesure l'impact sur l'image. Mais on mesure toujours ce qu'on apprend encore, je pense et j'espère à l'ESCP, les fondamentaux du marketing et des marques. Ma marque est-elle connue? Puis-je faire bouger mes items de cette marque? Et si possible, installer non pas seulement sa notoriété, mais sa préférence. Donc on mesure tout l'environnement de ce qui fait la vie d'une marque. Mais on mesure de plus en plus et de mieux en mieux le retour sur investissement de la conversion, c'est-à-dire la performance. Je veux vendre du jambon ibérique et j'utilise Facebook pour envoyer du trafic qualifié, les passionnés du jambon, sur mon site web pour acheter. Vous dépensez 100 avec nous. Nous mesurons aujourd'hui au centime d'euro près le retour sur investissement. Quel est le chiffre d'affaires que j'ai dégagé, moi qui ai investi ces 100 sur Facebook? Donc évidemment, c'est une des grandes transformations aussi de l'industrie de la communication au sens large, c'est sa capacité à mesurer de façon extrêmement précise. Et si l'industrie du marketing est si puissamment en mouvement, et si les annonceurs, quelle que soit leur taille, je reprends l'exemple de ma TPE et de ma PME, investissent de plus en plus sur les plateformes, c'est qu'elles leur donnent la promesse de la mesure et la promesse de l'efficacité. Et vous voyez, vous passez d'un monde où avant on vous promettait de toucher des audiences, stop, à un monde aujourd'hui où tout un tas d'entreprises, et pas uniquement Facebook, vous promettent beaucoup plus que cela. Vous voyez, je vais vous générer, si c'est votre objectif, du chiffre d'affaires. Et je peux vous assurer qu'on le mesure très très bien. Et évidemment, c'est un des moteurs de la performance et des partenariats qu'on passe ici sur le marché français. On a une question ici. C'est une question. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane Perret, consultant en marketing. Alors justement, pour aller dans le sens de votre réponse, est-ce que vous pouvez préciser vos différentes sources de business? La composition de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire justement les différentes sources de revenus entre le display, la data, enfin voilà, comment est-ce que vous dispatchez ça et comment est-ce que vous allez le faire évoluer? Les nouveaux services. Oui, je vais vous dire. Alors, Facebook, quoi. Non mais je vais essayer de vous faire une réponse complète. Alors, Michel-Édouard Leclerc va penser que je ne veux pas répondre, pas du tout, mais justement, c'est un débat qu'on a avec les entreprises pour éviter de tomber, je vais essayer de vous expliquer, de tomber dans des silos en disant, bah alors, j'investis uniquement sur des campagnes de marque, de brand, je fais du display. Pour nous, le display, pardon, chez Facebook, c'est un mot qui n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Parce que le produit display auquel certains spécialistes peuvent penser, on se rappelle des bannières display sur
ordinateurs fixes, portables ou des téléphones, n'est pas du tout dans notre modèle. Ou alors, vous allez me dire quelles sont les sources uniquement sur ce qu'on appelle le DR, c'est-à-dire la Direct Response, qui sont des techniques de performance pour générer du ROI, ou uniquement la vidéo, etc. Les chiffres, d'ailleurs, en particulier pour la vidéo, sont publics, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, c'est de façon extrêmement précise quelque chose de différent. Parce que vous n'enfermez pas aujourd'hui, ou moi je pense que c'est une erreur, les annonceurs et les grandes entreprises dans des silos de produits. Parce que cela revient à parler des produits. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de comprendre le parcours de vos consommateurs ou de vos prospects. À qui vous allez parler et à quel moment vous allez construire, et vous êtes un professionnel du marketing, certainement plus que moi, le fameux funnel marketing qui va potentiellement amener à l'achat. Et en fait, ce que l'on construit aujourd'hui, c'est chaque étape de ce parcours pour comprendre comment je peux finalement me retrouver samedi dans le centre Leclerc de Levallois et pas chez un concurrent. Donc, nos produits sont organisés et nos outils pour construire cette connaissance des clients ou des prospects en fonction d'informations dont nous pouvons disposer ou que nos partenaires disposent eux-mêmes. Si je prends par exemple la distribution, ils ont beaucoup d'informations sur leurs clients, pour construire ces parcours-là. Donc c'est pour ça que je vous réponds, je ne peux pas vous dire le display c'est 17,2%, la vidéo c'est 40%. Non, ce qui est intéressant, c'est de construire les stratégies marketing d'aujourd'hui et à chaque stratégie correspondent des produits. En revanche, ce que nous avons fait, c'est que nous avons progressé sur toute la chaîne et notamment sur mobile. Comment vous arrivez? Prenez les 34 millions de Français. Vous avez des gens qui adorent le sport. Vous êtes une grande marque d'équipement sportif. Et vous voulez rebondir sur l'actualité du Paris Saint-Germain cet été. Et parler à tous les passionnés du football, en Ile-de-France, de l'événement qui a eu lieu, l'arrivée de Neymar, puis de Mbappé, n'oublions pas, et leur proposer la nouvelle chaussure, le nouveau dos de maillot, etc. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à identifier, je reviens, à qui voulons-nous parler et comment leur parler. Il y a donc déjà deux éléments. Bien sûr qu'il y a des éléments de technologie. Le ciblage, les bonnes personnes, uniquement, si possible, en Ile-de-France, de la géolocalisation. Mais il y a tout de suite le ton et le contenu. Vous pouvez utiliser des outils de data extrêmement puissants si vous n'avez pas le bon contenu, le bon ton. Si votre contenu n'est pas fait pour un smartphone, s'il ne capte pas l'attention dans les premières secondes, parce que nous scrollons toute la journée, alors votre stratégie aura été en partie inefficace. Et ensuite, vous construisez le parcours jusque, si c'est votre objectif, l'acte potentiellement d'achat, online ou offline. Donc, je vous fais cette réponse parce que c'est comme ça que nous travaillons. Et ensuite, Facebook, Instagram, Messenger, c'est une immense boîte à outils pour répondre à ces stratégies. Voilà comment nous travaillons et voilà comment nous utilisons nos produits. 3 courtes questions et 2 nano-questions pour malheureusement le temps avance. Juste une petite remarque, je suis très frappé qu'il n'y a pas un seul mot sur le modèle économique. Il me semble qu'il y a un mot-clé qui a été prononcé 3 fois par M. Laurent Soli, qui a été prononcé une fois, c'est le mot des plateformes. En fait, la véritable révolution est une révolution économique, et c'est précisément sur l'économie des plateformes. Bon, il y a Jean Tirole, il y a un Français qui a le prix Nobel d'économie, c'est Jean Tirole. Bon, personne ne connaît Jean Tirole, et encore moins, personne ne sait quel est le contenu de ses travaux. Le contenu de ses travaux, et d'ailleurs il est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, le contenu des travaux de Jean Tirole, c'était The Economics of Multi-Sided Platforms, c'est l'économie des plateformes, et d'ailleurs là tout à l'heure on a eu un exemple, la relation entre Amazon et Carrefour, et d'ailleurs ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en France, il y a un rejet total du concept de plateforme. Le mot ubérisation, par exemple, c'est un mot extrêmement péjoratif. Et d'ailleurs, ça a été utilisé de manière assez péjorative tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vais citer un livre qui illustre un petit peu ce drame français. Et rapidement votre question. Juste le livre qui mérite d'être cité. Il y a un livre qui s'appelle « De précieux intermédiaires ». Ce livre qui s'appelle « De précieux intermédiaires », c'est la traduction d'un livre américain d'éminents professeurs du MIT, mais que ces professeurs du MIT, en fait, rendent hommage à Jean Tirole. C'est ça qui est assez absurde. Donc, en fait, ce livre français, qui est une traduction, il y a évidemment une préface de Jean Tirole. Non, ce que je veux dire, c'est que
vous aurez peut-être dû inviter d'ailleurs Jean Tirole à ce petit déjeuner. Je veux dire, il y a une véritable révolution économique qui est la révolution des plateformes, mais qui en France est totalement inconnue. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout été mentionné ce matin. Alors, je vais me permettre de répondre parce que ça nous concerne. La chaire est très concernée. Je vais vous donner deux informations. La première, nous avons eu l'année dernière une séance entière sur la question des plateformes, la sociologie et l'économie des plateformes. Alors, pas avec Jean Tirole, mais avec le professeur Christophe Benavent. Et nous avons ici, dans le cadre de la chaire, une doctorante, elle va se lever, Amélie Abadi, qui a fait ses études avec Jean Tirole et qui vient de la Toulouse School of Economics et dont le sujet de thèse, c'est la théorie économique des plateformes marchandes. Donc, peut-être que la France n'est pas intéressée, mais la chaire l'est hautement en matière de plateforme. Alors, une question, Nadine. Je vous permets de vous donner une information. Donc, bonjour, je suis Nadine de l'Hôpital. Je représente la Fédération nationale de l'habillement. Donc, les boutiques de mode indépendantes d'habillement textile, 55 000 boutiques en France. Voilà donc nos commerçants indépendants. J'ai une question pour M. Soli et une question pour M. Stone. Nos commerçants indépendants attendent impatiemment de pouvoir vendre leurs articles sur Facebook. Donc, savoir quand est-ce que ça va être opérationnel en France. Et la deuxième question pour M. Stone, l'imprimante 3D. Donc, j'ai vu que Adidas, ça y est, s'y mettait. Comment nous, les commerçants indépendants, comment vont-ils pouvoir s'approprier de cette imprimante 3D? Merci. Je ne peux pas vous répondre sur quand et si ça sera disponible. En revanche, je ne peux que vous inciter à commencer à utiliser Facebook aujourd'hui. Parce que vous pouvez déjà vendre vos produits en utilisant Facebook et en renvoyant sur le site internet ou l'app du magasin en question. Ça, vous pouvez le faire. Et on le fait dans les 1 million ou plus d'1 million de TPE, de PME que vous citez. Il y a beaucoup de magasins d'habillement. Et j'ai beaucoup d'exemples, je pense à une entreprise à Bordeaux qui a lancé ses 3 frères ou 3 amis, une marque de t-shirt qui a connu un développement exponentiel. Ils n'ont d'abord travaillé qu'avec Facebook. Et le slip français, bien sûr, qui est un grand partenaire, etc. Donc, vous pouvez d'ores et déjà travailler avec ce que Facebook vous propose. Et on renvoie sur vos sites. J'aime beaucoup votre question parce que ça montre à quel point vous êtes aussi demandeur, notamment ce secteur-là des innovations, et je vous en remercie. En un mot, la réponse à votre question s'appelle sculteo.com. Cherchez sculteo.com. Vous verrez, en cherchant sur leur site, qu'ils proposent déjà l'impression de vêtements faits sur mesure. Alors, le petit problème que vous avez en tant que commerçant indépendant, c'est que vous ne pouvez pas avoir le scan corporel que j'ai montré qui coûte très très cher. Donc, une idée, c'est la même idée que pour les artisans aussi, vous vous associez et donc une personne qui aura été scannée une fois, je dis n'importe quoi, à Paris, elle pourra aller n'importe où et on aura son scan dans tous les membres de votre fédération se mettront ensemble pour avoir accès au scan de cette personne. Elle arrive chez un commerçant et tout de suite on lui dira voilà, en fonction de votre scan, vous avez été scanné à Paris, vous êtes à Toulouse, vous avez des vêtements qui vous correspondent. Mais regardez bien sculteo.com, ils sont en train de vouloir justement bouffer ce marché-là en faisant du vêtement imprimé. Ça c'est un des thèmes qu'on a pour le coup sur les plateformes qu'on n'a pas encore beaucoup étudié, mais une question intéressante, c'est la plateformisation par les fédérations. Alors il y a une question ici, deux dernières questions là. Allez-y, monsieur. Donc, Bruno Merlet, client assez fidèle des centres Leclerc. J'ai une question assez terre à terre, monsieur Leclerc. En quoi toutes ces technologies 4.0 vont-elles vous permettre d'améliorer la qualité des fruits et légumes que vous commercialisez? Eh bien, c'est probablement une des priorités, c'est un des projets majeurs qui va être servi par cette notion de plateforme. Aujourd'hui, les fruits et légumes en grande surface ne sont pas leur point fort parce que l'offre est très dépendante de systèmes logistiques qui ont été conçus à partir de demandeurs qui remontaient des filières sans tenir compte de la disponibilité des filières, etc. Ça a conduit à des pratiques récolter trop tôt pour servir le marché, etc. La notion de plateforme a ce côté intéressant, c'est que quand tout le monde est prêt, tout le monde propose, et donc à la fois plateforme logistique, disponibilité, plateforme commerciale et système d'enchères, on peut avoir du produit plus frais à l'heure et plus directement. Il y a une mise en place sans intermédiation excessive. Bien sûr, il y a des agréeurs, il faut vérifier les affirmations, les labellisations, la traçabilité, etc.
parce que cette demande-là existe. On dit un peu de manière bisounours, on veut plus d'intermédiaires, mais on veut quand même des certificateurs, on veut des traceurs. Mais donc cette notion de plateforme va complètement révolutionner la rencontre et l'offre de la demande disponible de produits frais. On travaille beaucoup là-dessus. Allez, 2 dernières questions pour finir à l'heure. Oui, bonjour, je n'ai pas de questions, mais j'ai juste un commentaire à partager avec vous. Parce que je suis responsable de marketing digital chez Accor Hotel, et depuis quelques mois seulement. Et je vois la difficulté de très grosses entreprises, de très belles marques comme Accor Hotel, des difficultés en interne qu'on a à se transformer, à être agile, à transformer d'une manière globale, quoi. Et moi qui ai travaillé chez des pure players du digital avant, c'est très difficile. Je vois la lourdeur du groupe, je vois en interne, et je vois le travail en silo, voilà, des choses qu'on retrouve dans des très grosses entreprises. Même si c'est une entreprise qui a beaucoup d'atouts, mais c'est très difficile. Et j'ai des doutes sur le fait qu'à 5 ans, je ne sais pas comment ces entreprises vont y arriver, en fait. Voilà. C'est pas comme CNT, mais la séance du 9 novembre, c'est les nouveaux métiers dans le commerce 4.0. Pour répondre à votre commentaire, c'est là aussi où dans la dimension digitale, vous avez la transformation des entreprises, entre guillemets, traditionnelles. On travaille beaucoup avec Accor. Et moi, je pousse d'abord pour qu'ils puissent réinjecter de la vitesse, de la plateformisation dans la façon dont ils travaillent en interne. Parce que je peux vous dire que les compétiteurs d'Accor, c'est Booking, c'est Expedia, c'est TripAdvisor, et que eux, par chance, parce qu'ils sont nés dans un autre temps, n'ont pas ces problèmes-là. Et qu'il y a bien sûr cette dimension. Et Sébastien Mazin et son équipe en ont bien sûr conscience, mais c'est extrêmement difficile. Il faut que vous preniez tous les risques. Travaillez et si possible, sortez parfois ces fonctions-là du cœur et du siège de l'entreprise pour fonctionner en mode start-up. N'attendez pas que le produit soit parfait pour le lancer. Allez-y et optimisez, améliorez. C'est un sacré défi, vous avez raison. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, et parfois j'observe, ce qui n'est pas le cas d'Accor, je tiens à le préciser, que face à cette complexité, cette pression-là, on se dit oulala, attendons, non, l'heure n'est certainement pas à ralentir la marche, mais au contraire à accélérer. Et c'est vrai qu'il y a dans cette transformation une dimension aussi managériale et d'entreprise, et reconnaissant-la, elle n'est pas toujours facile à gérer. Alors avant de remercier nos invités, Michel, comme d'habitude, la synthèse des travaux. Non, on va pas faire de synthèse. Je pense que si ça vous va, comme l'heure tourne. Non, juste pour rebondir sur votre dernier échange, vous avez aussi l'impression que ça va pas vite, mais socialement, il faut que ces changements soient acceptables et qu'ils soient culturellement acceptables. Et donc, si vous vous rappelez que le dernier disquaire est dans le dernier livre de Virginie Despentes, mais que cette profession a été balayée finalement sur 20 ans, si vous regardez l'impact social des mutations de chacun de nos métiers, je trouve que déjà le fait que chacun de nos entreprises ait des plans de formation, des plans d'adaptation, que les patrons s'y mettent aussi, que la permissivité appelée comme telle sur l'accès aux ordinateurs, la liberté, la fin des machines à pointer et l'accès à la Wi-Fi générale dans l'entreprise, ça se fait même si ça se fait sur 10 ans, c'est rapide, vous voyez. Et moi j'habite entre Paris et la Bretagne. Dans ma Bretagne, il n'y a aucun magasin qui a le Wi-Fi digne de ce nom, donc que ce soit chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, à Quimper, etc. Donc, ça va être sur 3 ans, mais il faut des bandes passantes de plus en plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à des gens qui se sont fait tout seuls, qui se sont construits, qui ont peut-être fait une bonne école de commerce et tout ça, mais de tout intégrer en même temps. En même temps, ça va déjà tellement vite. Et donc, chacun a l'impression de patiner, mais en fait, ça va très très vite. Nous, on a monté, juste pas en termes publicitaires, mais aujourd'hui, Leclerc a plus de 50% de part de marché sur les drives. Qui aurait parié il y a 7 ans, quand on a repris à Chrono Drive d'Auchan, du groupe Mullier, l'idée, qui aurait pensé qu'on aurait ouvert, que nous,
les provinciaux, les indépendants de province, on aurait ouvert 600 drives en 6 ans. Donc oui, chez nous aussi, on dit que ça va pas vite, mais en même temps, je ne sais pas s'il faut que ça aille beaucoup plus vite. En tout cas, il faut pas simplement être fasciné par les mutations, il faut aussi les maîtriser et vivre avec, et bien vivre avec. Nous vous donnons rendez-vous le 9 novembre pour les nouveaux métiers du commerce 4.0 et merci à nos brillants invités à notre émission.